Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida. Nous irons en République démocratique du Congo où près de 80% des malades ne reçoivent aucun traitement. Médecins sans frontières appellent les autorités à faire beaucoup plus contre l'épidémie. Pour la première fois depuis la création de l'Organisation de la francophonie, ce n'est plus un Africain qui en est le secrétaire général. Elle est canadienne d'origine haïtienne. Michaël Jean remplacera Abdou Diouf à la tête de l'OIF dès le mois de janvier prochain. Premier concert depuis la crise en Côte d'Ivoire. Il était attendu comme le Messie. Assalfo et son groupe Magic System ont retrouvé leur ville et leur public sur scène à Abidjan. Un reportage à la fin de cette édition. Près de 35 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde. La majorité est en Afrique subsaharienne et l'un des pays les plus touchés, c'est la République démocratique du Congo, où près de 80% des malades ne reçoivent aucun traitement. Écoutez les précisions à Kinshasa de la chef de mission adjointe de MSF, Louise Roland-Gosselin. Le constat est extrêmement difficile ici. Ce matin, j'étais au centre hospitalier de MSF qui se charge du VIH à Kinshasa et 2 patientes sont mortes simplement pendant que j'étais là. C'est un constat très difficile que les gens ici n'ont pas accès au dépistage, au traitement pour le VIH et la raison, c'est que malgré en théorie la gratuité d'accès au dépistage et au traitement, la réalité c'est que les centres de santé qui sont sous-financés vont faire payer toutes sortes de frais aux patients avant qu'ils aient accès au dépistage et au traitement. Et donc les patients finissent par choisir entre envoyer leurs enfants à l'école ou payer leur traitement. Est-ce un séisme comme l'estiment certains sur le continent ou un simple changement de cap? On revient sur la désignation de Michaël Jean, la Canadienne d'origine haïtienne, à la tête de l'OIF, l'Organisation de la francophonie. C'est inédit, ce n'est pas un Africain à ce poste. Le récit de Nicolas Germain avec Johan Baudin à Dakar. C'est une grande déception pour de nombreux Africains. Pour la première fois depuis la création du poste de secrétaire général de l'OIF en 1997, l'institution ne sera pas dirigée par un Africain. Michaël Jean, la nouvelle patronne de la francophonie, est canadienne. Officiellement, certains, comme le Malien Ibeka, s'en félicitent. C'est une femme de conviction. Elle a une vision. Elle est courageuse. Elle est intelligente, elle est cultivée. Et elle a un projet pour la francophonie. De ça, nous avons besoin. Michaël Jean faisait face à 4 Africains. Beaucoup regrettent qu'il n'y ait pas eu une candidature unique du continent. En coulisses, il se dit que Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville a fait le forcing en vain pour que son candidat Henri Lopez soit désigné. Interrogé à ce sujet, Alpha Condé de Guinée botte en touche. Moi, je ne vais pas faire de commentaires. L'essentiel, c'est qu'on soit tombé d'accord par consensus sur un candidat et qu'on ait évité le vote. Le gouvernement français avait affirmé que la francophonie, c'est d'abord l'Afrique. À présent, François Hollande explique que le poste de numéro 2 de l'OIF ira à un Africain. J'ai insisté, dès lors qu'un consensus pouvait être trouvé autour de Madame Jean, que l'administrateur général de l'institution francophone puisse être un Africain. Je pense que s'il y avait une seule candidature africaine, elle aurait à l'évidence emporté l'adhésion. Michaël Jean succède à l'ancien président sénégalais Abdou Diouf, en poste depuis 12 ans. Il avait su renforcer l'influence politique de l'OIF et jouer le rôle de médiateur lors de certaines crises en Afrique. Beaucoup sur le continent craignent que Michaël Jean ne puisse pas le remplacer dans ce rôle-là. C'est la fête nationale au Tchad que certains appellent la fête du pouvoir. Cela fait 24 ans ce lundi que le mouvement patriotique du salut, la rébellion dirigée par Idriss Déby, a pris le pouvoir. Dans son discours à cette occasion, le chef de l'État a dénoncé la corruption en des termes assez fermes. Écoutez. En dépit des mesures prises, mesdames, messieurs, pour assainir l'administration publique, je constate que les mauvaises pratiques, notamment la corruption, surtout la corruption, le détournement des biens publics, les malversations financières, économiques persistent. Vous avez trop volé. S'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Voilà pour cette déclaration d'Idriss Déby. Une déclaration optimiste cette fois à propos d'Ebola. L'Organisation mondiale de la santé pense pouvoir prendre le dessus sur l'épidémie. Un premier but important a en effet été atteint avec près de 70% d'inhumation sûre des victimes au Libéria et en Guinée. En Guinée où la construction de centres de traitement se multiplie au pas de course. Après Massinta, ce week-end, un nouveau centre a été inauguré dans une zone très reculée et difficile d'accès. Il sera bientôt opérationnel. Fabien Hoffner a assisté aux derniers préparatifs. Regardez.
je veux que ça soit fini demain soir. Donc tu leur parles, donc on travaille le soir, on a la lumière et on finit demain. C'est la course contre la montre pour Baptiste Burgot. Il coordonne la construction du centre Ebola de Nzerekore par le Programme alimentaire mondial. L'inauguration est prévue dans 3 jours. Les premières visites ont commencé, mais tout n'est pas encore prêt. L'improvisation des premiers centres doit maintenant laisser place à une organisation optimale des lieux. La morgue est éloignée de l'incinérateur pour ne pas laisser croire aux habitants que les corps sont brûlés. Les machines tournent à plein régime et les ouvriers s'activent pour terminer les dernières dalles de béton. Les menuisiers fixent les portes et les charpentes. Pour tenir les délais, on travaille de jour comme de nuit. On a du matériel qui est encore au Ghana. On a du matériel qui a été égaré par un autre collègue en Sierra Leone. On a du matériel qui arrive de Conakry. Donc toutes les équipes sont dessus là, pour que tout arrive dans les dernières 48 heures et qu'on puisse régler les détails pratiques. Capitale de la Guinée forestière, Nzerekore est à 700 km de Conakry par la route. Et les routes sont bien souvent de simples pistes difficilement praticables. De quoi freiner encore un peu plus la logistique. Cette fois, c'est par hélicoptère que les derniers équipements médicaux destinés au centre arrivent. Après l'inauguration, la logistique du PAM passera le relais à une ONG médicale. Elle est l'une des premières à venir épauler Médecins sans frontières et son directeur général souligne que la crise est aussi structurelle. Finalement, même si c'est sur des petits nombres, mais en Europe, on ne meurt pas d'Ebola. Donc, est-ce qu'on est vraiment sur un problème d'Ebola ou sur un problème d'accès aux soins et de pauvreté? La question est posée. Le PAM construit actuellement 3 autres centres comme celui-ci en Guinée. D'autres verront sans doute encore le jour avant l'arrivée en 2015 d'un hypothétique vaccin. Un gros soulagement pour le Mali. Le FMI va reprendre le versement de son aide à Bamako. L'aide avait été suspendue après l'éclatement de plusieurs scandales. Contrat d'armement frauduleux, l'achat de l'avion présidentiel dans des conditions douteuses. Mais le Mali a fait les efforts nécessaires, estime le FMI. Écoutez les précisions de François Riouet à Bamako. C'est donc officiel aujourd'hui, le FMI reprend son aide budgétaire au Mali après presque 6 mois de suspension. Le gouvernement malien a répondu aux exigences du FMI et des bailleurs externes. Il a annulé une partie des contrats d'armement qui étaient controversés et il a passé notamment un décret pour plus de transparence dans la passation des marchés publics. À ce sujet, je vous propose d'écouter le représentant du FMI au Mali. Ces 2 décaissements sont à peu près 6 milliards de francs CFA, et ça veut dire 12 millions de dollars. Et essentiellement, c'est de l'appui budgétaire, donc ça sert à financer le budget de 2014. Et les décaissements auront lieu dans quelques jours. Avec le feu vert du FMI, la Banque mondiale, mais aussi l'Agence française de développement et bientôt l'Union européenne devraient eux aussi reprendre leur aide budgétaire au Mali, aide qui représente tout de même un quart du budget de l'État selon le FMI. L'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires devrait, elle, faire l'objet de poursuites pour fraude. Au moins certains des individus impliqués dans ces affaires. C'est en tout cas ce qu'a recommandé dans son rapport le bureau du vérificateur général ici. L'actualité en bref dans le reste du continent. Au Nigeria, 2 villes du nord-est frappées par 2 attaques attribuées à Boko Haram. Un double attentat suicide mené par des femmes à Maïdougouri et puis un assaut qui s'est produit contre les forces de sécurité à Damaturu. Pas encore de bilan connu pour l'instant. Il n'y a pas eu de surprise à La Haye. La Cour pénale internationale a confirmé la peine de 14 ans de prison de l'ancien chef de milice Thomas Lubanga. Il avait été reconnu coupable d'avoir enrôlé des enfants soldats en Ituri, dans l'est de la RDC. C'est le premier jugement en appel rendu par la CPI. Et puis en Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo aurait été transférée vers Abidjan d'après des proches. Elle a quitté sa résidence surveillée d'Odiéné où elle était détenue depuis avril 2011. Les autorités, quant à elles, n'ont pas confirmé. Annoncé pour fin octobre, le procès de l'épouse de l'ex-président et de plus de 80 autres dignitaires du régime, accusés d'atteinte à la sûreté de l'État, avait été reporté sine die. Le plus célèbre des groupes ivoiriens, Magic System, poursuit sa tournée africaine après Dakar et Lomé. Hier soir, c'était leur grand retour à Abidjan. Avec les crises politiques et l'insécurité, ce n'était plus arrivé depuis plusieurs années. Anna Sylvestrener et Arnaud Froger ont suivi les rois du Zouglou de retour au pays. On est déjà parti. Plus que quelques minutes avant le début du concert, les Magic System s'offrent une arrivée en bateau. Ils s'apprêtent à retrouver leur ville, leur public. On est pressé de retrouver ce public-là qui nous a tant manqué. Après près d'une décennie d'absence, l'attente est énorme. Leurs plus grands fans sont là. Depuis 15 ans, Arnaud les suit à la trace.
C'est le jour J, hein, Abidjan attend depuis 9 ans. Voilà, un concert de Magic System comme ça, c'est vraiment magnifique. Et c'est parti pour 2h30 de spectacle. Je sais que ça sera fou, là de la magie en l'air ce soir. La magie en l'air, je vous dis. Le palais de la culture d'Abidjan est plein. Ils sont près de 8000 à connaître par cœur toutes les chansons des magiciens. Les enfants d'Anoumabo, un quartier pauvre d'Abidjan, racontent les années difficiles, la galère. Aujourd'hui 16 fois disque d'or, ils prônent l'espoir. Le zouglou, les magiciens le dansent et le chantent. Ils en sont devenus les ambassadeurs à l'étranger et restent toujours aussi populaires chez eux. Et voilà pour ce journal de l'Afrique. Et dans un instant, la suite de nos programmes sur France 24.